Merci encore une fois. Je voudrais tout d'abord remercier le professeur Nordine Rouali et monsieur le recteur de l'université de Tlemcen de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir partager avec vous quelques connaissances que j'ai acquises pendant ma carrière et aussi mon point de vue sur le développement technologique de façon générale. Par mon expérience en tant que garant de la développement technologique dans ce pays pendant quelques années, et du fait aussi que j'ai été enseignant et du fait que j'ai exercé plusieurs fonctions de recherche. Et dernièrement, je me suis intéressé, quand j'ai pris, avant de prendre ma retraite, j'étais dans une université de technologie, donc une université de technologie en France qui préparait des ingénieurs de demain. J'ai acquis aussi beaucoup d'expérience dans cette université et je me suis intéressé donc, en ma carrière purement académique, je me suis intéressé au développement technologique et justement comment un pays peut se développer et devenir leader en technologie. Et donc cette modeste expérience, ensuite à la retraite, je me suis permis de faire des formations. Et des formations pour devenir comment devenir un innovateur. Et donc je me suis intéressé à cette notion que vous voyez ici, le TRIZ. Donc je suis parti dans plusieurs formations, dans plusieurs groupes de travail qui font ça. Et je suis devenu membre permanent certifié de l'Association européenne du TRIZ. Et donc en tant que membre permanent de l'Association européenne du TRIZ, je voudrais partager avec vous cette nouvelle approche qui pourra peut-être être quelque chose de bénéfique pour notre pays. Mais avant tout, je voudrais aussi revenir sur un aspect fondamental. Aujourd'hui, l'université s'est tournée vers le développement technologique à travers la création de start-up et à ce que l'université puisse former des entrepreneurs de demain. Je pense qu'il y a dans cette politique de massification de la création de start-up, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? C'est-à-dire que nous faisons en sorte que ceux qui vont créer des start-up et ceux qui vont devenir entrepreneurs ont déjà des idées innovantes. Et donc le problème, c'est comment innover? Comment avoir des idées innovantes? Il faut d'abord avoir les idées. Si on n'a pas d'idées et on est sûr que cette idée porteuse d'un développement, si on crée une start-up, elle ne vaut rien. La start-up, d'abord, ce qui fait qu'il est important, avant de donner une formation aux étudiants en entrepreneuriat et dans la création de start-up, il faut d'abord former les étudiants à être de bons innovateurs. Leur donner ce qui est nécessaire pour pouvoir développer des pensées innovantes, pour pouvoir devenir créatif. La créativité s'apprend, on ne naît pas créateur. Et l'université, son rôle principal, elle est académique. Et académique dans le sens que je dois donner les connaissances et le savoir nécessaires pour devenir créateur. Si je ne suis pas créateur, je ne peux pas avoir ce cheminement d'aller vers une start-up innovante. Qu'est-ce que ça veut dire un projet innovant? Le projet innovant a été identifié par un manuel qui s'appelle le manuel d'Oslo. C'est un manuel de 500 pages qui a été fait par l'Union européenne pour définir ce que c'est l'innovation et ce que c'est qu'un projet innovant. Donc ce qui fait que tout est balisé pour devenir innovant. Et donc c'est pour ce contexte que je voudrais aujourd'hui partager avec vous ce premier aspect de développement de l'esprit créatif. Comment devenir créatif? Comment pouvoir choisir un sujet qui est porteur dans l'avenir pour que vous soyez sûr que votre start-up, ce sera une success story. Parce que ce n'est pas tous les start-up qui vont devenir des success stories. Quelques-unes vont devenir une start-up. Mais plus je mets des actifs positifs en ma possession, plus j'aurai plus de probabilité
que ma start-up sera une start-up à success story. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il y a une cohérence dans la façon de pouvoir devenir un créateur. Ceci s'applique dans tous les domaines, pas que dans le domaine technologique. Et donc on va parler de ça. On va parler de justement comment aller. Parce qu'aujourd'hui, le développement technologique, c'est pour ça que vous savez, il y a une erreur essentielle qui est commise aujourd'hui. On confond entre découverte et invention. Et vous avez vu, il y a aujourd'hui une dérive du prix Nobel. Une dérive du prix Nobel, parce que le prix Nobel, quand il a été mis en place, c'était pour récompenser des découvertes et non pas des inventions. Et aujourd'hui, le prix Nobel est en train de récompenser des inventions et non pas des découvertes. Une découverte, c'est quelque chose qui existe déjà dans la nature, mais que l'homme n'a pas encore découvert. Une invention, c'est trouver une solution technique à un problème technique. Une invention, c'est trouver une solution technique à un problème technique. La découverte, c'est trouver quelque chose qui existe déjà, mais que l'homme n'a pas encore découvert, mais elle est là, dans la nature. Je donne un exemple. Edison n'a pas découvert l'électricité. L'électricité existait dans la nature. Et c'est les Grecs qui ont découvert la première fois ce que c'est que l'électricité. Edison a inventé l'ampoule qui transforme l'électricité en une lumière. Fleming n'a pas découvert la pénicilline. La pénicilline existait déjà dans la nature sous forme de champignons. C'est une invention, la pénicilline. C'est pour ça que la découverte, on ne peut pas la breveter. Parce que la notion de découverte, c'est apporter quelque chose pour le bienfait de l'humanité. Et le bienfait de l'humanité, on ne le monnaie pas. L'invention se brevette. Et c'est pour ça que la noblesse du prix Nobel, c'est pour ça la noblesse, c'est pour donner à des découvertes qui ne sont pas brevetables, qui sont accessibles à tout le monde. Et aujourd'hui, le prix Nobel, ceux qu'on donne le prix Nobel, ce qu'ils ont fait, se monnaie. Ils ne le donnent pas gratuitement. Ils le vendent. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours vous mettre dans la tête, et avant tout, un scientifique, quand il est dans une université, il a deux voies. Soit la voie académique, il va vers la découverte, découvrir de nouvelles lois, de nouvelles théories, un nouveau savoir, de nouvelles connaissances, soit la voie technologique, et là, c'est l'invention. C'est résoudre, trouver des solutions techniques à des problèmes techniques qui sont posés à l'humanité de façon générale. Et donc vous avez deux choix. Soit devenir académicien et vous lancer dans la découverte, soit vous êtes technologue et vous lancez dans la résolution des problèmes techniques. Aujourd'hui, nous allons discuter ensemble de la résolution des problèmes techniques. Comment nous devons s'y prendre pour résoudre les problèmes techniques. Et donc tout ça, c'est développer des produits, développer des process, développer de nouveaux services, développer de nouveaux process, développer de nouveaux produits. Alors en premier lieu, la première question qu'on devait vous poser en tant qu'étudiant, quel est le processus pour pouvoir mettre en place un nouveau produit? Sur quelle base je dois me concentrer pour pouvoir développer un nouveau produit? Quel est le processus que je dois mettre en place pour développer un nouveau produit? Et donc ça, c'est toute une approche qui doit être enseignée à l'université, qui s'appelle le PDP, Process Development Product, le processus de développement de produits. Et c'est un processus qu'on apprend, un processus qui a une démarche à suivre. Et donc je vais commencer par ce premier point par rapport à cela. Donc je dois me lever, je n'ai pas de micro mais j'ai la voix qui porte. Alors, comme j'ai dit, chaque nouveau produit,
Parce que quand je veux résoudre un problème, trouver une solution à un problème, c'est que je dois trouver une solution et que la solution doit être nouvelle par rapport à la solution qui existe aujourd'hui. Et cette nouvelle solution va me donner un nouveau produit, d'accord, ou une nouvelle technologie, d'accord, ou un nouveau concept, etc. Alors, pour devenir un produit, l'idée, pour qu'elle devienne un produit, d'accord, il faut d'abord qu'on génère un concept. Un concept. Générer un concept. Ça, c'est le fondement que tout étudiant doit apprendre à comment générer un concept. Sur quel concept il se base pour développer cette nouvelle technologie ou ce nouveau produit ou ce nouveau process. Puis, ce concept, il faut le générer. Ensuite, il faut l'évaluer et enfin le développer. Générer, évaluer, développer. Le process est générer, évaluer, développer. Ce flux d'activités de génération, d'évaluation et de développement, de production, s'appelle le PDP, le processus de développement de produits. Donc je ne vais pas rentrer de façon globale dans ce processus, mais d'abord, comment je génère un concept? C'est la première chose. Un produit doit répondre à un besoin. S'il n'y a pas de besoin, quelle est l'utilité de développer un produit? Donc la première des choses que vous devez mettre dans votre pensée, c'est comment je dois trouver un besoin. Il faut d'abord chercher les besoins. Plus vous allez chercher de besoins, et plus vous allez dire que ce besoin est vital pour le pays, il est vital pour l'humanité, il faut que je trouve une solution à ce besoin, plus vous allez avoir plus de chances de mettre en place un concept qui vous permettra de développer ce produit. Donc, tout est basé sur le besoin. Et j'en suis sûr que quand vous faites des travaux de recherche ou de mémoire, vous n'êtes jamais posé la question le besoin. C'est la phase la plus importante, c'est la phase sur laquelle vous devez passer le maximum de temps de chercher le besoin. Vous allez faire de la recherche bibliographique, ce qui existe, quels sont les problèmes qui sont posés, etc., etc., pour venir à ce moment. Ensuite, le designer, celui qui aura développé ce produit, d'accord, doit transformer ce besoin en un problème clairement défini. Ce besoin est transformé en un problème à résoudre. Donc le besoin est transformé en un problème à résoudre, et on verra, en un problème à résoudre, qui est clairement défini. Et ensuite, une fois que ces résultats est bien ciblé, d'accord, il est énoncé, d'accord, accompagné d'une liste de diverses contraintes. Pourquoi les contraintes? Pourquoi aucun besoin, aucun produit n'est idéal? Il n'y a pas de produit idéal. Parce que tous les produits ont des avantages et ont des inconvénients. Il n'y a aucun produit qui a que des avantages. Tout développement technologique a ses avantages et a ses inconvénients. C'est ce qu'on appelle dans le domaine technologique des contraintes. Nous sommes devant des contraintes. Il faut surmonter ces contraintes. Comment surmonter ces contraintes et comment on peut résoudre le problème qu'en surmontant les contraintes, c'est-à-dire résoudre le problème qui est posé devant nous. Et donc ça peut être des performances, des spécifications, des limitations de fabrication, des conditions commerciales, des restrictions légales, etc., etc. Je ne rentre pas dans ces considérations. Ensuite, bon, je ne vais pas, parce que c'est long, d'accord. Alors, vous allez vous dire, comment je vais définir un besoin? Est-ce qu'il y a une démarche à suivre pour définir un besoin? Et ça, quand je suis parti dans les universités, j'ai posé la question aux étudiants, et à même des chercheurs, des enseignants, comment vous définissez un besoin? Ben, personne n'a pu me répondre, parce qu'on ne leur a pas enseigné cette approche, comment définir le besoin. Le besoin est défini par une méthode qu'on appelle la QFD. Quality Function Deployment. Le déploiement de la fonction qualité. Le déploiement de la fonction qualité. Parce que quand vous développez un produit, chaque produit, il a une fonction
primaire, c'est-à-dire il est créé pour répondre à une fonction. Il a une fonctionnalité pour répondre à une fonction. Et il faut que cette fonction soit la plus cohérente et la plus précise par rapport aux besoins qui m'est posé. Donc je dirais que c'est la fonction utile. Donc dans chaque produit, il y a ce que j'appelle la fonction utile pour laquelle il a été créé. Un séchoir a été créé pour sécher les cheveux. Une ampoule a été créée pour éclairer. C'est sa fonction utile. Donc, posez-vous la question, quelle est la fonction utile pour mon produit que je suis en train? Et donc, la QFD, c'est quoi? Elle est basée sur ce que nous appelons la voix du client. Parce qu'un besoin, c'est qu'il y a un client. Le client, ça peut être la société, ça peut être une entreprise, ça peut être un pays, d'accord? Donc tout ça, c'est par rapport à un besoin. Et le besoin, c'est ce que j'appelle dans le jargon du développement technologique, la voix du client. Donc la QFD que j'ai mis ici, c'est une approche qui va nous permettre de définir ceci. Pourquoi la QFD? Parce que dans le problème du développement de produits, il y a deux choses qui sont les plus difficiles à gérer. C'est de identifier le besoin et ensuite, on le verra, c'est le développement du concept. Il y a un besoin. Sur quel concept? Sur quel concept je dois me baser pour développer mon produit? Et on va le voir. Sur quel concept je dois me baser pour répondre, pour résoudre mon problème. Ce sont les deux choses les plus difficiles pour un étudiant qui met en place un mémoire ou qui veut créer une start-up ou un chercheur qui veut mettre en place un travail de recherche. C'est d'abord identifier le besoin. Une fois qu'il identifie le besoin, comment générer le concept pour répondre à ce besoin. Et ça s'apprend, ça ne se fait pas. Alors, quand on dit générer un concept est basé sur une technologie. C'est-à-dire qu'il faut mettre une stratégie technologique. Ça veut dire que le choix que vous allez faire sur le concept que vous allez générer, c'est de vous dire que je dois m'appuyer sur une technologie gagnante. Je ne veux pas utiliser une technologie qui est déjà dépassée. Donc si je maximise mes chances de réussite, il faut que la technologie que je choisis soit une réussite. Et je vais vous donner des exemples d'échecs par rapport à cela. Aux États-Unis, dans les années 90, le leader de l'industrie de l'acier, c'était l'US Steel. US Steel, c'est elle qui détenait le marché international de l'acier. Première entreprise dans le monde de l'acier, l'US Steel. Et elle a été connue d'avoir développé un process, donc un concept, de ce qu'on appelle le laminage à chaud. Et puis, il y a des chercheurs qui ont découvert un nouveau concept, le laminage à froid, qui est plus économique, puisqu'il ne demande pas de la chaleur, il ne faut pas avoir de hauts fourneaux, et c'était plus rentable. Et donc l'US Steel, le conseil d'administration de l'US Steel, se réunissent pour, devant nous, investir, acheter ce brevet et investir sur cette nouvelle technologie pour pouvoir se projeter dans l'avenir. C'est le choix stratégique de la technologie. Ils se réunissent, ils disent, le conseil d'administration, il dit non, nous maîtrisons le laminage à chaud, ça marche, ça nous ramène de l'argent, hein, pourquoi changer toute notre usine pour aller vers le laminage? Ils n'ont pas pris cette ambition. Nucor, qui était une petite entreprise dans l'acier, toute petite entreprise dans l'acier, prend le risque et achète ce nouveau concept. Aujourd'hui, c'est le numéro 1 dans le monde. US Steel a perdu tout le marché de l'US Steel parce que c'est le choix stratégique de la technologie. C'est pour ça que quand on choisit une technologie, un concept, parce que c'est le concept qui va vous permettre d'être une success story ou de ne pas être success story. Je vous donne un autre exemple. En 1938, un ingénieur que vous connaissez, Chester,
a découvert un nouveau concept de photographie. Vous savez tous qu'à l'époque, la photographie, c'était quoi? C'était des pellicules, d'accord, qui étaient contrastées par rapport à la sensibilité. Ceux qui recevaient la lumière devenaient noirs et ceux qui ne recevaient pas la lumière restaient blanches. Donc il y avait le contraste, le noir et le blanc. Donc c'était photonique. Et puis Chester se dit que si je change, moi, le concept technologique, au lieu que ce soit des photons, que ce soit des électrons. Donc un contraste entre des électrons positifs et des électrons négatifs. Eh bien, il a développé un concept qu'on appelle la xérographie. La xérographie, c'est-à-dire de la photographie à partir de contrastes d'électrons. Et à l'époque, il avait, en 1938, il avait proposé à Kodak, à toutes les grandes entreprises de photographie. Personne n'a voulu acheter son brevet. Il a dit, pourquoi moi je ne crée pas ma propre start-up et je développe mon produit. Il allait faire des emprunts à la banque et il créa quoi? Xerox, que vous connaissez tous. Parce que son concept, ce n'était pas dans la photographie qu'il a utilisé, dans le photocopieur. 1938. Quand est-ce que vous avez entendu parler de Xerox, hein? Alors que c'est un concept généré en 1938, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai dit le choix stratégique. C'est ça la chose la plus difficile par laquelle je dois réfléchir aux besoins. Et donc la QFD, c'est justement de répondre à ce besoin, c'est la voix du client. Parce que quand vous allez développer un produit, ce que vous êtes un citoyen, vous voyez les problèmes qui sont devant vous, hein, en tant que quotidiennement. Vous voyez le pays dans les problèmes dans lesquels il vit. Et donc une entreprise, des problèmes, par exemple, si vous voulez aller, si une entreprise, elle vient vers vous pour vous demander de vous faire un contrat avec vous pour lui développer un nouveau produit, c'est qu'elle a des spécifications qu'elle veut pour son produit. C'est ce que j'appelle la voix du client. Je ne vais pas rentrer dans cela, d'accord? Et avec cela, on construit ce que j'appelle, par la suite, c'est tout un cours, je ne vais pas le faire, on construit ce qu'on appelle the house of qualité, la maison de la qualité, où vous avez ici la voix du client, c'est-à-dire comment transformer, vous avez des spécifications du client, qui ne sont pas les spécifications d'un chercheur. Et vous avez des spécifications que vous allez utiliser. Comment je vais corréler les besoins du client par rapport à les performances que je maîtrise, moi, en tant que chercheur. Et on construit ce que j'appelle une maison de la qualité. Et à partir de cette maison de la qualité que vous voyez ici, par exemple, un exemple, comment elle est faite, à partir de cela, d'accord, je déduis directement que je peux ou je ne peux pas répondre aux besoins du client par rapport à mes connaissances, par rapport à mon savoir. C'est le but. Donc n'oubliez pas, la voix du client, pour devenir un besoin, il faut écouter la voix du client. Transformer cette voix du client en des performances techniques. Pour lui, c'est des performances commerciales. Le client, ce qui l'intéresse, c'est les performances commerciales. Mais vous développez des performances techniques. Comment associer des performances commerciales à des performances techniques? C'est le rôle d'une start-up. C'est que ces performances techniques se transforment en des performances commerciales, rentrer de l'argent. Il n'y a que The House of Quality qui peut vous permettre de faire ceci, et c'est toute une formation qu'on fait, d'accord? C'est tout un cursus, un cours de 6 mois qu'on donne à des étudiants pour pouvoir maîtriser la QFD, pour pouvoir faire ceci. Voilà. Donc, une fois que vous avez eu les besoins, une fois que vous avez, les connaissances requises, vous avez quand même une compétence, d'accord? C'est le développement du concept. Sur quel concept vous allez vous baser pour corréler ces performances commerciales à des performances techniques? Quel concept je dois générer pour que ces performances commerciales qui répondent à un besoin sur le marché par rapport à mes performances techniques que je maîtrise. Et donc là, c'est la créativité.
générer un concept, c'est il faut que vous ayez un esprit créatif. Si vous ne déployez pas un esprit créatif, vous ne pourrez rien faire. Et donc la question que je me pose, faut-il devenir créatif et innovant? On va voir quelle est la différence entre créatif et innovant. Ce n'est pas la même chose. Être créatif et être innovant, c'est deux choses qui sont complètement différentes. D'accord? Rien à voir avec l'intelligence. Ça s'apprend. La créativité s'apprend. Il y a des génies, c'est normal, il y a tout le temps des génies, d'accord, qui ont un esprit créatif élevé par rapport aux autres. Mais ça s'apprend et on peut devenir créatif à fur et à mesure qu'on évolue dans le temps. Regardez, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis dans les années 80 déjà, sur l'éminence et l'éducation formelle. Quand est-ce que les gens sont les plus créatifs? Et on a fait une cohorte d'élèves au lycée, licence, master et doctorat. Et on a fait cette étude sur l'ensemble, donc une cohorte aux États-Unis importante, plus d'1 million, d'accord, sur lequel on a fait cette étude. Et on remarque que les personnes sont les plus créatifs quand ils sont entre la licence et le master. Le doctorat, c'est la chute libre. Les gens pensent que quand on devient, le diplôme est lié à la créativité. Le diplôme n'est pas lié, la créativité n'est pas liée au diplôme. Le diplôme, c'est l'acquisition de connaissances et du savoir. Mais ça ne va pas développer votre esprit créatif. L'esprit créatif se développe entre la licence et les masters. C'est vous, étudiants. Faites confiance à votre compétence. C'est vous qui êtes les plus créatifs. Et ce n'est pas par hasard qu'à MIT, 80% des brevets sont déposés par les étudiants en première et deuxième année. Ce n'est pas en cinquième année. C'est les étudiants en première et deuxième année qui déposent 80% des brevets de tout MIT. Parce que pourquoi? Parce que vous êtes encore vierge. Votre esprit est encore ouvert. Votre esprit n'est pas canalisé, parce que plus on va apprendre, plus on va se spécialiser, plus notre esprit de réflexion va se rétrécir de plus en plus. Et quand on est en ingénieur, en master, on a une formation globale. On touche à toutes les disciplines. Donc notre esprit est plus ouvert. Et la créativité est basée sur l'ouverture de l'esprit. Et donc, vous voyez, ce n'est pas parce que vous cherchez à devenir docteur qu'on va dire que celui-là est plus créatif, il va avoir des idées extraordinaires. C'est faux. Regardez. Ça chute dans le doctorat, mais considérablement par rapport à là. Donc, entre licence et le master, c'est là où on doit faire le maximum, donner le maximum de chance à nos étudiants d'avoir et de développer leur esprit créatif. Alors, et donc, la question qui va se poser, est-ce qu'on peut enseigner l'innovation? Est-ce que l'innovation s'enseigne? Comme il a dit Thomas Edison, il a dit « Give man fish and you feed him for a day ». Donnez un poisson à un homme, vous allez le nourrir pour un jour. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. Apprenez-lui à comment pêcher et il va vivre toute sa vie parce qu'il sait savoir pêcher. Donc c'est ça ce qui est essentiel. Il ne faut pas juste donner une solution à un problème que vous est posé en disant voilà la solution. Non, je vais vous apprendre comment trouver des solutions à tous les problèmes qui sont posés. Quel que soit le problème qui est posé, comment je dois le résoudre. Quelle est la démarche que je dois suivre pour résoudre ce problème-là? Et c'est ce que nous allons voir et faire la promotion. Le paradoxe, c'est ça le paradoxe qui est posé, c'est que l'homme invente, mais n'a jamais inventé la théorie pour inventer. Tous les inventeurs, vous leur dites comment vous avez fait, c'est du trial error. Essai, hein? On fait test, essai, test, ça marche pas, je refais. Et c'est stochastique. Il n'y a aucune démarche. Parce que dans toutes les autres sciences, il
il y a l'exactitude. On emploie une théorie. Pour résoudre les problèmes mécaniques, j'utilise la théorie de la mécanique classique. Pour résoudre ce problème, j'utilise cette théorie. Mais pour inventer, je n'utilise pas de théorie. Je n'utilise pas un processus. Eh bien, moi, je vais vous apprendre à utiliser un processus. Et donc, on a mis en place le TRIZ, c'est la théorie qui vous permet d'inventer. Le processus qui va vous permettre d'aller vers une invention et comment faire une invention. Et donc c'est ça le paradoxe qui est aujourd'hui. Alors quelle est la différence entre une invention et une innovation? Les gens confondent beaucoup entre invention et innovation. L'invention, c'est créer quelque chose de nouveau. L'innovation, c'est créer quelque chose qui se vend. Une innovation, ça peut ne pas être une création. Alors que l'invention, c'est une création nouvelle. Elle peut se vendre, comme elle peut ne pas se vendre. Si la création se vend, elle devient une innovation. Si la création ne se vend pas, elle restera une création. Et donc une invention, c'est d'abord une création nouvelle. Une innovation, c'est quelque chose qui se vend, qui a une valeur sur le marché. Et donc c'est pour ça que quand je vois, on me dit c'est un projet innovant. C'est une aberration de terme, dire un projet innovant. Un projet innovant, c'est déjà qu'il s'est vendu, qu'il a une valeur commerciale sur le marché. Quelque chose qui ne se vend pas, elle n'est pas innovante. Elle ne sera innovante que le jour où elle se vendra, ou le jour où elle fera rentrer de l'argent. Tant qu'elle ne fera pas rentrer de l'argent, elle restera une création, une invention. Elle restera une invention si elle a un brevet. Mais tant qu'elle n'a pas été vendue sur le marché et elle ramène de l'argent, on ne peut pas parler de l'innovation. C'est le terme de Manuel de Oslo, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc dire que ce projet est innovant, c'est une illusion, parce que c'est pas la réalité. Parce que cet étudiant a encore dans le début de création de sa start-up. Il n'est pas sûr que cette start-up va lui ramener de l'argent, il ne va pas ramener de l'argent. Le jour où elle lui ramènera de l'argent, je dirais que c'est des start-up innovantes. C'est par la suite que Google ou Starlink sont devenus des start-up innovantes, parce qu'ils ramènent beaucoup d'argent. Mais tant qu'elle n'a pas ramené de l'argent, ça restera toujours dans la création, dans l'invention. D'accord? Donc il faut faire cette différence pour se dire que voilà l'invention c'est quoi et la création c'est ça. Alors, comme j'ai dit, le concept, comment générer un concept. Et nous avons dit que le besoin, je le transforme en quoi? En un problème. Et que tout problème est basé sur des contraintes, sur des avantages et sur des inconvénients. Alors maintenant, le problème qui se pose, c'est comment nous allons résoudre le problème. Nous avons un problème devant nous, comment nous résoudre? Généralement, tout le monde fait cette approche. Qu'est-ce qu'il va se dire? J'ai un problème, je vais chercher dans la recherche bibliographique s'il y a un problème similaire. S'il existe un problème qui se rapproche à mon problème. Je vois, j'ai dit, j'ai trouvé 4 ou 5 solutions qui se rapprochent à un problème similaire à mon problème. Et qu'est-ce que je vais dire? Je vais essayer la solution de ce problème qui se rapproche de mon problème à mon problème. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, je vais refaire jusqu'à ce que je trouve une solution qui est la plus proche de la résolution de mon problème. Donc c'est une approche qui n'est pas scientifique. C'est une approche qui peut vous amener vers une solution, comme elle peut jamais vous amener vers une solution. Quand vous faites dans l'académique, vous êtes sûr parce que vous utilisez une approche, une méthodologie, une théorie pour arriver à cela. Mais ici, dans l'invention, vous n'avez pas cette théorie qui va vous permettre de dire que je peux résoudre un problème. Alors, c'est ce que j'appelle une approche psychologique. Tout le monde utilise dans sa conception une approche psychologique. Et c'est ce qu'on enseigne à nos étudiants, le design thinking, tout ce qui se rapproche à cela, le brainstorming, toutes ces approches-là sont des approches psychologiques. C'est-à-dire préparation
incubation, élimination, vérification. Ces 4 approches qui ont été développées depuis 1926. C'est une approche qui sont développées il y a très longtemps, ces approches psychologiques cognitives, d'accord, mais qui ne pour pratiquement en quoi ou à quoi ce modèle peut être utile pour trouver des idées, pour résoudre des problèmes, à pas grand-chose. Conclusion, l'approche psychologique ne va pas vous donner de grandes choses, c'est-à-dire des solutions innovantes. Des solutions qui sont, nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc l'approche psychologique, parce que pourquoi? Parce que l'étude qui a été faite démontre que le taux de survie d'une idée sur 3000 idées développées par cette approche psychologique, il n'y a qu'une seule qui survit. Regardez, un taux sur 3000 idées que vous développez, il n'y a qu'une qui pourra être intéressante sur l'étude qui a été faite. Donc une qui peut, sur 3000, une qui peut devenir une innovation et qui peut être rentable. C'est une approche psychologique, comme j'ai dit, qui n'est pas basée sur une cohérence et sur une démarche scientifique qui vous permet de résoudre. D'accord? C'est tout le monde qui va se poser qui va proposer des solutions, et on va utiliser des approches d'affinité pour pouvoir arriver vers la meilleure solution, mais rien ne vous dit que c'est la solution gagnante. D'accord? Donc ça, c'est une étude qui a été faite. Il y a l'article qui est là-bas. Et donc, comme j'ai dit, les gens utilisent dans cette approche psychologique, tout le monde l'utilise, que ce soit les entreprises, que ce soit les grands laboratoires de recherche, c'est le brainstorming. C'est connu, le brainstorming, c'est tout le monde qui apporte ses idées, qui partage ses idées et qui affine ses idées pour arriver à une solution. Et comme j'ai dit, c'est du trial error. Du trial error, c'est-à-dire c'est du stochastique. Alors, répondre à un besoin, comme j'ai dit, c'est la QFD, donc je ne vais pas revenir sur ça. Alors, je vous ai convaincu que vous avez le besoin à travers des performances du client, de la voix du client. Il faut transformer ces besoins qui sont des spécifications commerciales en des spécifications techniques que vous maîtrisez vous, d'accord? Et donc vous allez trouver une corrélation entre ces spécifications commerciales et ces spécifications techniques. Et à partir de là, vous allez dire comment je dois générer un concept pour pouvoir adapter et trouver la meilleure solution qui répond aux besoins du client. Résoudre son problème, résoudre ses contraintes. Vous allez poser des questions. Pourquoi je dis ça? Tesla, vous connaissez tous Tesla. Tesla était le numéro 1 de la voiture électrique. Il a développé la voiture électrique, il était devenu le numéro 1 de la voiture électrique. En 2006, les Chinois se posent la question, en tant que pays, devons-nous investir dans la voiture électrique? Est-ce que nous avons des chances de réussir dans le développement de la voiture électrique? Et donc, ils se sont dit comment faire pour décider, en tant que pays, d'investir dans cette technologie ou de ne pas investir dans cette technologie. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Le TRIZ, dont je vais parler aujourd'hui, pour décider, je ne vais pas dire la démarche, peut-être un autre jour, comment ils ont fait pour revenir à définir ce qu'il fallait faire pour que s'ils développent une voiture électrique, elle gagnera le marché mondial. Et aujourd'hui, ils ont gagné le marché mondial, c'est BYD, la voiture qui est la plus vendue dans le monde en tant que voiture électrique, elle a surpassé le Tesla. Donc parce que c'est des choix technologiques, comme j'ai dit, qui sont basés sur une approche scientifique et non pas une approche psychologique, comme je l'ai dit, tout ça. Alors pourquoi et qui utilise le TRIZ? Maintenant on va venir qui utilise le TRIZ. Voilà la carte mondiale de tout le pays où le TRIZ est implanté. Vous voyez, il est très implanté en Europe, en Asie, il commence à être implanté aux États-Unis, l'Afrique, il n'y a pas. Ça, j'ai repris ça par notre association. Il n'y a pas, il n'est pas développé. Les gens ne le connaissent même pas. Vous leur dites, ils ne le connaissent même pas que ça existe.
qui sont les entreprises qui se sont converties au TRIZ? Je vais vous donner, vous allez voir que de plus en plus d'entreprises se convertissent. Le leader mondial en matière de conversion au TRIZ, c'est Samsung. Nous allons le voir, je vais vous donner quelques exemples. Regardez Samsung. Depuis qu'elle s'est initiée au TRIZ à partir de 1995, en 2015, elle a déposé 138 000 brevets. Et eux, quand ils déposent un brevet, c'est qu'il a de la valeur, il est innovant, parce que c'est une entreprise. Hein? On ne fait pas un brevet pour faire un brevet, d'accord? Elle a dépassé tous les autres entreprises. Parce qu'elle repose sur le TRIZ, d'accord? Et donc, elle a développé ceci. Alors, qu'est-ce qu'elle a mis? Elle a mis un centre de recherche basé sur le TRIZ qui s'appelle Samsung Innovation Center. Samsung Innovation. Et donc, l'innovation, comment ils définissent l'innovation? L'innovation, c'est la distinction entre un leader et un suiveur. Si vous êtes leader, vous êtes le détenteur de l'innovation. Les autres, c'est que des suiveurs. Les gens qui font de la création, qui ne font pas de l'innovation, c'est que des suiveurs. Ils utilisent ce que les autres ont déjà créé. C'est le slogan, et c'est Steve Jobs qui l'a dit. Alors Samsung, vous allez voir, regardez Forbes dans les grandes revues mondiales d'économie qui disent, d'accord, pourquoi les secrets de Samsung. Et donc le secret de Samsung, on leur dit que c'est le TRIZ, d'accord. Il y a beaucoup d'articles qui ont été écrits sur ceci. Quelles sont les autres qui utilisent aussi le TRIZ? Regardez, c'est toutes les entreprises maintenant. Toutes les grandes entreprises dans le monde commencent à utiliser le TRIZ pour résoudre leurs problèmes. D'autres, dans l'automotive, dans la technologie médicale, dans l'aérospatiale, dans le pétrole, dans l'optique électronique, dans la microélectronique, tout le monde utilise le TRIZ comme solution pour résoudre ces problèmes inventifs. China a pris aussi la pilule. Elle s'est convertie, elle aussi. Donc leur Changzhou Industrial Park, le plus grand parc industriel technologique de chez Changzhou, là, comme ils disent, la pilule, c'est le TRIZ, d'accord? C'est lui qui a transformé le Made in China. Ils produisent maintenant le Made in China à partir de ça. Boeing, dernièrement, pour résoudre un problème de refueling du Airbus 767, ils ont utilisé le TRIZ pour résoudre leurs problèmes. Airbus, la même chose, commence à utiliser le TRIZ pour résoudre leurs problèmes. General Electric, vous connaissez tous l'IRM, le TRIZ, pour résoudre leurs problèmes, surtout dans les turbines. Parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut générer le maximum de puissance, donc la turbine, mais plus je génère de la puissance, plus ça chauffe. Et donc le problème, il y a un compromis. L'avantage, c'est que le rendement augmente, mais l'inconvénient, la température augmente. Comment je peux trouver? Donc généralement, on cherche le compromis. Et donc le compromis fait que je ne peux pas aller au-delà d'une limite de rendement, d'accord, pour maintenir une température assez raisonnable à l'intérieur, et donc je trouve un compromis. Le TRIZ n'aime pas le compromis. Il a horreur du compromis. Le TRIZ veut vous enlever les inconvénients. Il aime que les avantages. Donc comment trouver des solutions qui vous donnent que des avantages et ne vous donnent pas des inconvénients, donc pour lever le compromis qui existe. Voilà, donc c'est juste pour vous convaincre que le TRIZ, c'est pas moi, que si je fais la promotion du TRIZ, c'est pas pour mes beaux yeux, mais parce que le TRIZ est devenu incontournable et que tout le monde utilise le TRIZ et que tout le monde s'est mis au TRIZ. Pourquoi je vous dis ça? Quand j'étais enseignant à Belfort en 2001, c'est une école d'ingénieurs, personne n'entendait parler du TRIZ. Je suis revenu l'année dernière
Et j'ai vu qu'ils ont monté toute une chaire du TRIZ à l'université, formation d'ingénieurs, basée sur le... En France, ils ont commencé à utiliser le TRIZ à partir de 2014, introduire dans les écoles d'ingénieurs, dans leurs écoles d'ingénieurs. Le premier pays européen qui est leader dans le TRIZ, c'est l'Allemagne. Et ce n'est pas pour rien qu'elle est leader dans la mécanique et dans l'ingénierie. Le deuxième, vous allez voir, c'est l'Angleterre. Les autres pays commencent à faire. Mais les pays les plus développés, c'est l'Asie. Vous savez qu'au Japon et en Corée du Sud, ils introduisent le TRIZ au primaire. Aux enfants du primaire, ils ont développé le TRIZ Kids pour les enfants, pour leur développer l'esprit créatif. On a besoin de créativité aujourd'hui pour résoudre les problèmes. Donc ils veulent que leur enfant, dès le départ, mais c'est développer l'esprit créatif. Donc on a introduit le TRIZ dès le primaire en Corée du Sud et au Japon. Les enfants s'y mettent au TRIZ sous forme de jeu, sous forme ludique, c'est pas comme enseigner à l'université, mais déjà ils ont développé tout un aspect du TRIZ Kids. Et donc l'Asie est vraiment leader aujourd'hui dans le TRIZ, ils développent le TRIZ, il y a beaucoup d'associations et beaucoup de formations. Donc le TRIZ c'est quoi? Le TRIZ invente un nouveau mode de pensée. Le TRIZ invente un nouveau mode de pensée. C'est-à-dire que vous allez réfléchir différemment par rapport à l'approche psychologique que vous avez avant, par rapport à l'inertie psychologique. Comment vaincre l'inertie psychologique? Nous sommes une inertie, c'est comme si je vous donne une voiture, mais je ne vous donne pas de carburant. Vous avez une belle voiture qui a coûté je ne sais pas combien, mais vous n'avez pas de carburant pour la faire fonctionner. Donc elle est inerte, il y a de l'inertie, vous ne pouvez pas la bouger. Donc l'esprit est aussi la même chose. Si vous ne lui donnez pas le carburant, l'être humain, le cerveau, d'accord, il va avoir de l'inertie psychologique. Il faut lui donner quelque chose pour dégager cette étincelle qui va faire l'explosion et donc allumer le combustible et la machine va fonctionner. Alors, qui fait le TRIZ, qui fait le TRIZ? Comment était venu le TRIZ? C'est une longue histoire, le TRIZ. Alors, c'est un ingénieur qui s'appelle Altschuler, qui était en 3e année d'ingénieur en génie mécanique. Et puis, la guerre mondiale éclate. La deuxième guerre mondiale éclate. Donc, mobilisation de tout le monde en URSS. Et donc, il est envoyé dans le corps de la marine. Et quand il est envoyé au corps de la marine, on l'affecte dans le bureau des brevets. Dans le bureau des brevets. Regardez le hasard. Einstein a été envoyé travailler dans le bureau des brevets. Altschuler a été envoyé à travailler dans le bureau des brevets. Einstein est devenu ce que vous connaissez, et Altschuler est devenu ce que vous devenez, le TRIZ. Parce que pourquoi? Einstein avait devant lui toutes les connaissances et le savoir étaient devant lui gratuitement. Altschuler aussi la même chose, tout le savoir et la connaissance étaient devant lui. Et pendant qu'il était pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a fait 10 brevets en tant que étudiant en 3e année déjà. Beaucoup de choses qui ont été utiles pour l'armée soviétique. Il se pose la question, est-ce qu'il y a une possibilité de créer une théorie pour résoudre les problèmes inventifs? Et il s'y met. Ça lui a pris 25 ans de travail. Mais entre-temps, il a eu beaucoup de déboires. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il a été interné en Sibérie parce qu'il était contre le régime soviétique. Ils ont assassiné sa mère, ils l'ont jeté du 3e étage, donc avec Staline. Et donc on lui a écopé, on lui a donné une peine de 32 ans de prison. Et c'est en prison, 6 ans passés en prison, qu'il a encore travaillé et élaboré ça. Le destin, Staline meurt en 1956. Il est libéré. C'est un juif russe, ne l'oubliez pas, c'est un juif russe du Kazakhstan.
Et à la sortie de sa cellule, de sa prison, il continue. En 1962, il envoie une lettre à l'Académie des sciences de l'URSS en leur disant « Donnez-moi une chance de vous exposer ma théorie ». Ils ne lui répondent pas. C'est quoi ça, ce qu'il va nous répondre? Théorie pour inventer. Sans relâche, pendant 6 ans, chaque mois, il leur écrit une lettre. Jusqu'en 1968, il l'appelle pour donner sa conférence à l'Académie pour écouter ce qu'il a à dire. Et le jour où ils l'ont écouté, ils ont été émerveillés. Et l'URSS a adopté le TRIZ. Et donc l'URSS, et comment se fait-il que depuis 1968, le TRIZ existe, enseigné dans les universités russes, n'est pas arrivé à l'Europe? Parce que, comme vous le savez, le régime russe était strict. Tous les chercheurs, tous les ingénieurs étaient interdits de sortir du territoire. Ils n'avaient pas de passeport. Les seuls, c'est ceux qui partaient dans le cadre de la coopération avec des pays amis. Des prix Nobel tels que Kapitsa, prix Nobel de physique, est emprisonné pendant 6 ans en prison en URSS pour des délits politiques. Mais même si vous êtes prix Nobel. Et tout était écrit en russe. Vous n'avez pas le droit d'écrire de la science dans une autre langue. Nous, les quelques notions que nous avons eues, les livres, c'est les Algériens qui sont partis faire leur doctorat en URSS, qui ont fait la traduction du Piskunov, des livres connus, qui sont connus et qui ont été traduits par des Algériens. Quand ils sont revenus, ils sont en français. Et donc on a attendu jusqu'à 1990, quand il y a eu la perestroïka, l'URSS a explosé, que les juifs ukrainiens, retenez bien ça, c'est pas l'histoire de l'Ukraine aujourd'hui avec l'URSS, ne date pas. Les Ukrainiens, c'est des juifs. C'est pas comme les bolcheviks, les Russes, les purs Russes. Et donc les juifs ukrainiens, c'est eux qui ont pris tout le TRIZ, ils l'ont ramené à l'Europe. Ils ont commencé à faire la traduction, ils ont commencé à le faire diffuser en Europe. Et donc, quand vous allez voir, dans les universités allemandes, tous les gens qui enseignent le TRIZ dans les universités allemandes ont une connotation russe. Orlov, Pavlov, ce sont eux qui ont ramené, c'est pour ça l'Allemagne était très proche de l'Ukraine, et donc c'est fait que... Et ensuite, il a commencé à se propager. 1995, la Corée du Sud, comme vous avez vu, et petit à petit, ça a pris ensuite l'Angleterre, etc., etc. Donc il est commencé à être connu par le monde en Ukraine, par les Juifs ukrainiens, et qui commençait à le développer à partir des années 90 en Europe. C'est pour ça que aujourd'hui, c'est pas comme les autres théories qui sont connues depuis des décennies, d'accord, depuis des décennies, et donc c'est comme ça que le TRIZ est arrivé, que les gens La France, j'ai dit, jusqu'à 2010-2012 a commencé à enseigner le TRIZ dans les universités. Alors maintenant, vous me dites comment ce Altshuler a réussi à trouver cette théorie. Comment il a fait? C'est un travail gigantesque. Vous allez voir, un travail énorme. La première des choses, Altshuler, c'est qu'il a d'abord étudié 1 million de brevets. 1 million de brevets, il les a passés en revue. Il a étudié en détail 300 000 brevets. En détail, j'ai dit en détail 300 000 brevets. Il a étudié la vie de tous les grands savants. Tous les grands savants, il a étudié leur vie, comment ils réfléchissent, comment ils sont arrivés à développer leur théorie. Il a étudié l'histoire de tous les grands artistes peintres dans le monde, de grands artistes dans l'art, comment ils ont fait pour développer Léonard de Vinci, etc. Il a étudié tous les grands auteurs de science-fiction.
tout ça, un travail immense, étudié, analysé, pour arriver à en découdre, à faire du data mining. C'est vraiment du data mining à l'époque, de l'extraction du savoir à partir d'un savoir, pour arriver à définir un processus, une théorie, comment créer, comment devenir créateur. Alors, je ne rentre pas dans tous ces détails, comme j'ai dit. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses qui est importante, c'est qu'il a classé les brevets. Il a classé les brevets en niveaux. Tous les brevets qui ont été faits, il les a classés en niveaux. Et il a défini 5 niveaux de brevets. Quand il a étudié ces 1 million de brevets, il a vu que ces brevets se décomposent en 5 niveaux. Le premier niveau, c'est une amélioration mineure à quelque chose qui existe déjà. Petite amélioration. Par exemple, un crayon, une gomme, on va déposer un brevet. C'est une amélioration mineure. Et il remarque que 32% des brevets qui sont déposés sont des améliorations mineures qualitatives. Ensuite, amélioration mineure quantitative. Quantitatif 32%, qualitatif 45%. Ça veut dire amélioration mineure, ça veut dire que presque 80% des brevets qui sont déposés sont que des améliorations mineures. Ils ne peuvent pas devenir des innovations. Personne ne peut les acheter. Ça ne les intéresse pas. Ensuite, nouvelle application. Des brevets qui proposent des nouvelles applications. 19%. Des brevets qui vous proposent une nouvelle fonction. 4%. Et un nouveau concept, un nouveau principe, 0,3%. Ça veut dire que de tous les brevets qui sont déposés, 80% c'est que quelque chose de mineur. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde peut inventer. Tout le monde peut déposer un brevet. Donc déposer, c'est ça ce qu'on appelle déposer un brevet pour déposer un brevet. Si c'est déposer un brevet pour déposer un brevet, donc là vous n'êtes pas dans l'innovation. Vous êtes dans l'invention. Vous inventez et vous protégez, vous déposez votre brevet mais vous avez très peu de chances qu'on s'intéresse à votre brevet. Et donc le 13, il vous dit que si je voudrais que mon invention intéresse tout le monde, il faut que je commence à partir du 3. Soit une nouvelle application, soit une nouvelle fonction, soit un nouveau principe. Et donc le 13 vous dit, ah ben moi je vais vous emmener à faire des inventions qui commencent à partir du 3 et non pas du 1 et du 2. Soit des nouvelles applications, soit de nouvelles fonctions, soit de nouveaux concepts. Alors, le 13 est très fastidieux. Fastidieux. Il est précis, il est bon, il est cohérent, mais fastidieux. Qu'est-ce que ça veut dire fastidieux? Il faut beaucoup d'efforts, beaucoup de travail pour le maîtriser. Ce n'est pas en un mois, ce n'est pas en un an, mais c'est l'exercer pendant des années pour devenir maître du 13 et pouvoir, donc c'est fastidieux. C'est qui m'a maudit, خاصكم تخبشوا بزاف باش تتعلموه وباش تميتريزوه باش كي يعطوك بروبليم tu le résous parce que راك الاخر donc rien n'est facile. Donc j'ai dit, donc le seul inconvénient c'est qu'il est fastidieux. Alors donc vous voyez, regardez les niveaux d'invention. Donc si je mets dans une distribution, voilà la distribution, comment elle est faite. Parfait, donc je ne reviens pas. Donc vous voyez que plus je vais vers le niveau 5, plus il y a très peu de compétition. La compétition est vraiment minime à partir du 3. Et plus on va, donc ne vous étonnez pas que ça ne veut pas dire que j'ai 3 millions de brevets, que c'est une référence, que je vais bien.
Le nombre ne veut rien dire. C'est ça, hein, ce que veut dire le TRIZ. Ne cherchez pas à faire 200 publications qui ne valent rien. Faites une publication et vous aurez le prix Nobel. Prix Nobel, quand vous avez vu, ceux qui ont pris le Nobel ont toujours un H très bas, un indice H très bas. Donc ce n'est pas le nombre de prix Nobel, ce n'est pas le nombre de publications qui va vous ouvrir la porte au prix Nobel. Certes, au départ, vous devez faire des publications pour acquérir de la connaissance et de savoir, mais à partir d'un certain moment, il faut développer de la pensée créative, de la transcendance de l'esprit, pour découvrir, ne pas faire, parce que toutes les publications, c'est des choses mineures. On reste toujours dans le 1 et dans le 2. Ce n'est pas des nouvelles théories qui sont mises en place. Si vous faites une publication avec une nouvelle théorie, demain vous aurez le prix Nobel. Hein? Donc il faut savoir ceci, d'accord? Donc la même chose pour les brevets. Il ne faut pas déposer pour déposer, mais déposer, mais avec le maximum de chances que ça se vend. D'accord? Alors, alors le TRIZ, comment il va réfléchir dans le TRIZ? Je vais vous donner un exemple. Tout le monde, quand il cherche un problème, il réfléchit ce que nous appelons into the box. Qu'est-ce que ça veut dire into the box? Je suis électronicien, spécialiste en microélectronique, et j'ai un problème en microélectronique. Donc je suis spécialiste dans le microélectronique. Donc je vais chercher des solutions en microélectronique. Chercher des solutions par rapport à ma spécification. Donc je vais chercher tout ce qui se rapporte à mon domaine de recherche. Donc je réfléchis into the box. Et donc tant que vous allez réfléchir into the box, les solutions que vous allez apporter seront dans le 1 et dans le 2. Donc il faut comment faire pour réfléchir out of the box, pour réfléchir en dehors de votre spécificité. Transformer votre problème spécifique en un problème général. Transformer votre problème spécifique en un problème général. Je donne un exemple. Supposons que je vous donne l'équation 10x au carré plus 3x plus 1 égale à 0. Et je vous donne les solutions. C'est une équation spécifique. Vous allez me donner des solutions spécifiques par rapport à cette solution. Si je veux la transformer en général, je vais vous dire ax2 plus bx plus c égale à 0. Vous allez me donner des solutions générales. Ensuite, vous allez introduire la spécificité, c'est-à-dire la valeur de A, la valeur de B et la valeur de C. Donc le TRIZ, c'est ça. C'est-à-dire qu'il vous amène à réfléchir, de sortir de la boîte et de aller vers le bas. Ça veut dire que votre solution à votre problème en microélectronique, peut-être qu'elle se trouve en biologie. Mais puisque vous n'êtes pas biologiste, vous n'avez pas accès à cette information. Et donc comment je vais trouver une solution qui se trouve en dehors de mon problème, de mon domaine, et qui est applicable à mon domaine. Et donc c'est ça, la philosophie du TRIZ, c'est de réfléchir comment vous transposer à une réflexion into the box, à une réflexion out of the box. Donc ne pas... Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vaincre l'inertie psychologique. Parce que tant que vous allez réfléchir par rapport à votre spécificité, vous aurez cette inertie psychologique. Mais plus vous allez avoir l'ouverture d'esprit et faire en sorte, c'est pour ça que dans le TRIZ, quand vous mettez en place une équipe du TRIZ et quand vous allez faire chercher et c'est ce que je demande à des étudiants, si je veux avoir une success story en termes de start-up, il faut que je fasse des sujets pluridisciplinaires. Il faut que moi, si je mets un mémoire, je prends un électronicien avec un biologiste, avec un mécanicien qui travaille sur un projet, parce que lui, il a un domaine de spécificité, l'autre, il a un domaine de spécificité, l'autre, un domaine de spécificité, pour résoudre un problème qui est posé. Et là, j'augmente, je sors de ma boîte et je vais plus vers le 3 et vers le 4. Ça, c'est la philosophie, d'accord? Mais maintenant, comme je dis, pour pouvoir sortir de la boîte
et aller vers une spécificité générale, il y a une démarche à faire, il y a un processus à faire. Et donc le TRIZ, c'est cette théorie, c'est ce processus que je dois suivre de A à Z pour arriver à la solution. Définir le besoin, transformer le besoin en un problème, résoudre ce problème et trouver les solutions à ce problème. Je vais trouver plusieurs solutions et je vais transformer solution à ma solution la plus idéale. L'idéal. D'accord? L'idéal. N'oubliez pas ce mot, l'idéal. Alors, ça c'est exercice, la chose fondamentale du TRIZ. Le TRIZ, donc quand Althusser a mis le TRIZ en place, il a remarqué que tout objet, tout produit, tout être dans ce monde suit une loi. Cette loi, c'est la naissance, la croissance, la maturation et le déclin. Quand un être humain naît, il croît, il devient mature, et après la vieillesse, il décline jusqu'à la mort. Tout objet, vous avez l'iPhone 15, c'est la naissance, la maturité, personne, ça stagne, et commence, personne ne l'achète. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place un nouveau produit, revoir une autre loi. Donc tous les produits suivent une loi en S, c'est ce que j'appelle une loi en S. Toutes les technologies suivent une loi en S. Ils naissent, ils croient, ils maturent et ils déclinent. Et donc quand vous voulez, c'est pour ça que le choix, quand vous voulez faire un choix, là-bas qu'est-ce que j'ai dit? Pour développer le concept, il faut générer le concept. Et pour générer le concept, il faut choisir une stratégie technologique. Comment choisir une stratégie technologique? Il faut que j'étudie les courbes en S de chaque technologie. Si cette technologie est encore dans la croissance, je m'accroche. Ça veut dire qu'il y a encore les gens n'ont pas encore atteint la maturité. Je peux encore trouver des solutions. Je peux encore breveter. Je peux encore innover. Mais si elle arrive à la maturation et le déclin, tout le monde a abandonné cette technologie, elle ne va rien m'apporter. Donc ça veut dire que le premier exercice que vous devez faire, quand vous voulez aborder un sujet, et vous voulez choisir la stratégie technologique que vous allez faire, faites ça comment S. C'est ce qu'ont fait les Chinois pour la voiture. Parce que si je dis une technologie aura fait la maturation, aura fait le déclin, je vais faire du réchauffé. Mais si je suis déjà dans la croissance, à des solutions. Donc je peux m'accrocher et trouver moi aussi une solution qui peut donner quelque chose. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller toujours à définir la courbe en S de chaque objet. Quel que soit l'objet, quel que soit le process, quel que soit le service, tout est basé sur cette courbe S. Donc ça veut dire qu'il y a un travail de recherche que vous devez faire, qui va vous prendre du temps, pour trouver la courbe S pour chaque technologie, chaque produit, pour chaque produit. Je prends par exemple une perceuse, je lui fais sa courbe S. Un séchoir, je lui fais sa courbe S. C'est-à-dire l'évolution des séchoirs, l'évolution des perceuses dans le temps, d'accord? Et c'est ça qui va vous permettre de définir ceci. Ça, c'est important. La deuxième chose, quand vous faites ceci, si vous posez la bonne question, si je vous dis à quoi sert, quelle est la fonction utile d'un séchoir? Quand vous dites un séchoir, c'est quoi sa fonction? Sécher les cheveux. C'est faux. Parce que si vous posez la question, ça c'est spécifique. Si vous posez la question de cette façon, quelle est la fonction utile du séchoir? Vous allez me dire, le séchoir sèche les cheveux, c'est faux. Le séchoir évapore de l'eau. Sert à évaporer de l'eau. Sa fonction, c'est l'évaporation de l'eau. Il n'y a pas l'action sécher les cheveux, ça n'existe pas. Sécher, c'est évaporer de l'eau. Donc ça dit que vous allez chercher un appareil qui fait évaporer l'eau et pas un appareil qui va sécher l'eau.
Si je vous dis quelle est l'utilité d'une lentille en optique, vous allez dire agrandir l'image. Elle sert à agrandir l'image. Non, la fonction utile, c'est diffracter la lumière. Plus elle diffracte la lumière, plus elle agrandit l'image. Donc le terme, vous voyez, le passage du terme est important, d'un terme spécifique qu'utilise chacun de nous, agrandir. Qu'est-ce que ça veut dire agrandir dans le domaine technologique? Ça n'existe pas. Le terme technologique agrandir, c'est diffracter la lumière. Quand j'ai dit une ampoule, qu'est-ce qu'elle fait? Vous allez me dire, elle éclaire. Non, une ampoule, elle n'éclaire pas. Une ampoule émet de la lumière. Donc je cherche des choses qui émettent de la lumière. Et ça, c'est un problème qui a été posé à Althusser. Vous savez, pendant la conquête de l'espace, dans les années 70, il y avait leur concurrence entre les États-Unis et l'URSS. Qui conquérera l'espace le premier? Les Russes étaient en avance par rapport aux Américains. Les Russes, c'est eux qui ont conquis l'espace avant les Américains. Deuxièmement, question qui était posée, les Russes veulent envoyer une sonde dans la Lune, avant les Américains. Les Russes décident d'envoyer la sonde dans la partie cachée de la Lune. C'était plus facile d'accéder à une sonde avec sur la partie cachée de la Lune. Et ils ont mis une seule. Et par hasard, Althusser était un des leaders dans l'agence. Donc, le problème quand ils ont fait les essais, si on part dans la partie cachée de la Lune, il fait noir. Nous devons transmettre des images pour démontrer qu'on a été là-bas. Donc, il faut de la lumière. Et à l'époque, la lumière, c'était les lampes à incandescence. Donc, quand on a fait les essais, donc l'entrée de la sonde dans l'atmosphère de la Lune, les perturbations sont énormes. Donc, quand ils ont fait les essais dans le laboratoire, tous les lampes explosaient. Aucune lampe ne pouvait contenir. Donc, ils se sont dit, si on envoie notre sonde, il faut trouver de nouvelles lampes qui résistent à ces vibrations. Et donc, tout le monde, tous les ingénieurs étaient, d'accord, à la recherche des lampes qui pouvaient résister à la lumière. Ils n'ont pas trouvé de solution. Une réunion, Althusser leur dit, et c'est pour ça, je vous demande à partir d'aujourd'hui de ne plus poser la question pourquoi. Le pourquoi est un ennemi de la science. Posez la question quelle est la cause du problème. Pas pourquoi j'ai un problème. Quelle est la cause du problème? Parce que vous cherchez la cause du problème. Quand vous avez une maladie, pour la guérir, il faut connaître la cause. La cause du diabète, c'est le sucre. Si vous ne mangez pas le sucre, il faut stabiliser le sucre. Si vous stabilisez le sucre, vous avez résolu le problème. Et donc le pourquoi ne vous ramène à rien. Si je vous pose la question, je vous dis pourquoi les gens vont dans un supermarché. Vous allez me dire, les gens vont dans un supermarché pour acheter des produits. Mais est-ce que c'est la cause? Mais si je vous dis, quelle est la cause que les personnes vont au supermarché? Vous allez dire, parce qu'ils n'ont plus rien à manger. C'est ça la véritable cause. Ce n'est pas parce qu'ils ont envie d'aller acheter des produits, mais parce qu'ils n'ont pas à acheter. Donc la différence de poser la question entre le pourquoi et la cause, et donc Althusser, comme lui, il raisonne différemment. Quand il a appelé ses ingénieurs, il ne leur a pas dit pourquoi vous voulez chercher une lampe. Il leur a dit quelle est la cause. Ils lui ont dit pourquoi? Parce qu'il faut une enveloppe en verre pour garder le vide à l'intérieur pour que les lampes ne grillent pas. Donc la cause c'est quoi? C'est le vide. Mais pardi, la Lune c'est le vide. Donc on n'a pas besoin de verre. Donc la lampe ne va pas griller. Et c'est comme ça qu'ils ont envoyé une sonde sur la Lune avec des lampes, juste le filament sans le verre. Et ça s'est allumé, ça ne s'est pas grillé, parce qu'il y a le vide dans la Lune. Donc vous voyez que le fait d'être out of the box, de savoir poser la question non pas pourquoi et quelle est la cause et chercher la cause, si vous trouvez la cause du problème, vous pouvez trouver la solution
du problème. D'accord? Donc, les lois, donc elle dit de vous la loi, donc faire pour tout chacun pour faire sa loi S. C'est la première des choses dans le TRIZ. Et donc, dans le TRIZ, il a défini une approche pour que cette loi S, qui est comme ça, il la subdivise en 8 lois. Il existe 8 lois, d'accord, sur lesquelles repose le TRIZ pour pouvoir utiliser ces lois pour mieux comprendre. Ensuite, le deuxième principe, c'est l'idéalité. Quand je développe un produit, je cherche le produit idéal. Qu'est-ce que ça veut dire l'idéalité? C'est la somme des effets positifs. Moi, la somme des effets négatifs sur la somme des coûts. Plus les effets positifs augmentent, plus l'idéalité augmente. Plus les effets négatifs diminuent, plus l'idéalité augmente. Plus les coûts diminuent, plus. Donc si vous développez un produit, soit vous lui augmentez les effets positifs, soit vous lui diminuez les effets négatifs, soit vous lui diminuez le prix. Et à ce moment-là, ça devient une innovation, ça s'achète. Donc quand vous allez prêter un produit, faites en sorte de définir quels sont ses effets positifs, quels sont ses effets négatifs, quel est le coût, et vous comparez avec ce qu'il y a sur le marché. Si ça donne une idéalité meilleure, ça veut dire que mon produit va intéresser le marché mieux que ce qui existe aujourd'hui. Et donc le TRIZ, il y a toute une approche comment arriver à définir cette idéalité dans le TRIZ, d'accord? Et donc tout le TRIZ est basé sur des tiers. Ça veut dire que le TRIZ va vous permettre d'augmenter l'idéalité d'un produit. Et donc, vous allez permettre, vous avez un référentiel avec lequel vous allez positionner votre produit par rapport au produit qui existe déjà. Donc, c'est pour ça que quand je fais tout ceci, c'est un travail avant de lancer ma start-up, je dois faire tout ce travail avant pour dire est-ce que mon produit que je vais mettre sur le marché va avoir des chances, d'accord, d'acquérir un marché ou non. L'idéalité. Ensuite, comme j'ai dit, la résolution de contradictions. Quand on a dit, nous avons comme vous avez vu, dans l'idéalité, il y a des effets positifs, il y a des effets négatifs. Ça veut dire que quand, je vous donne un exemple, on me demande de faire un avion qui va prendre 800 places. Donc 800 places, c'est augmenter son vol, il faut augmenter son volume. Donc pour avoir l'effet positif c'est augmenter, mais en augmentant le volume, le poids va augmenter. Si le poids va augmenter, il me faut plus d'énergie. C'est un effet négatif. Donc j'ai un effet positif, augmenter le volume, prendre plus de personnes, mais j'ai un effet négatif, le poids va devenir plus important, et donc c'est un effet négatif. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un compromis. Mais les entreprises Airbus ou la Boeing, moi je ne cherche pas un compromis. Je cherche à ce que l'effet négatif soit le plus petit et l'effet positif soit le plus grand. Si l'effet positif est le plus grand et l'effet négatif est le plus petit, l'idéalité augmente. Maintenant, il y a le coût. Même si le coût augmente, mais j'ai toujours une idéalité qui est plus importante que l'idéalité qui existe, eh bien, même si c'est plus cher et c'est plus performant, je l'achète. Une BM ou une Mercedes et une Peugeot 206, هذيك تشد لك 20 عام والاخرى تشد لك عامين وتروح عند الميكانيسيان. Donc je dis quel que soit le coût, mais les performances sont meilleures. Donc c'est ça les choix d'aller vers ce que j'appelle l'idéalité. Donc le TRIZ va chercher les contradictions. Il va définir les contradictions. Et le TRIZ a défini 2 types de contradictions. Les contradictions physiques et les contradictions techniques. Qu'est-ce que ça veut dire une contradiction physique et une contradiction technique? Quand vous avez un produit ou un process, ce que vous voulez, et que la contrainte, l'effet positif et l'effet négatif est sur la même propriété. Par exemple, je le veux lourd et je le veux léger.
le même objet. Je le veux lourd et je le veux léger. Je le veux froid et je le veux chaud en même temps. Ça, c'est une contradiction physique. C'est-à-dire quand la contrainte est sur le même objet ou sur la même propriété. Une contradiction technique, c'est quand une propriété, vous changez une propriété, elle influe une autre propriété. Je prends un exemple. Je veux augmenter la dureté d'un matériau. Si j'augmente la dureté d'un matériau, la fragilité va diminuer. Donc la propriété, une autre propriété va être influencée. Donc il vous donne une démarche, comment résoudre les contradictions techniques et comment résoudre les contradictions physiques. Donc le TRIZ, toute la base du TRIZ est basée sur la résolution des contraintes. Je vous donne par exemple, vous allez acheter une brosse à dents dure. Une brosse à dents dure. Une brosse à dents dure, son effet positif, c'est enlever le tartre. Mais son effet négatif, elle abîme la gencive. Est-ce que je peux trouver une brosse à dents qui en même temps enlève le tartre efficacement et n'abîme pas la gencive? Voilà un problème posé au TRIZ. Et je dois trouver une solution. Je ne cherche pas le compromis. Je cherche à lever la contrainte. Et donc le TRIZ va vous montrer comment lever la contrainte pour arriver à cela. Et donc il y a des principes qu'utilise le TRIZ pour résoudre les contraintes. Tout d'abord, comme j'ai dit, bon, je ne rentre pas dans ces considérations. Alors, fondamentalement, qu'est-ce qu'il faut faire dans le TRIZ? Quand je dis à des personnes, parfois, comment je vais définir un produit? Tout produit, il faut le décomposer en trois choses. Le produit, c'est ce que j'appelle le système. Supposons un séchoir, c'est le système. Ou une perceuse, c'est un système. Il faut le décomposer en sous-systèmes. Quels sont tous les composants avec lesquels je fabrique un séchoir ou une perceuse? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les sous-systèmes. Et vous avez le super-système. Le sous-système et les systèmes sont en relation. Mais c'est le super-système est en dehors du système. Ça, par exemple, vous avez une voiture, c'est le système. Toutes les parties de la voiture, les roues, le moteur, le fauteuil, c'est les sous-systèmes de la voiture. Le super-système, c'est qui? C'est l'homme. S'il n'a pas un permis de conduire, il ne peut pas. Hein? Donc parfois, la solution n'est pas ni dans le système, ni dans le super-système. Supposons que je suis un constructeur de voitures électriques. J'ai la meilleure voiture électrique possible qui existe. Et donc, personne ne veut m'acheter ma voiture électrique. Pourquoi? Parce que l'État, qui est le super système, n'a pas mis des bornes de rechargement un peu partout pour que les gens puissent aller recharger leur batterie. C'est comme la voiture. Vous allez dans une station-service pour remplir le carburant. Donc vous avez une voiture électrique. Et vous allez, à un moment donné, il n'y a plus d'électricité dans votre voiture. S'il n'y a pas une borne de rechargement, donc ça veut dire que si le super système va mettre des bornes de rechargement tous les 100 km, tout le monde va aller acheter la voiture électrique. Donc ça veut dire qu'un système ne peut pas, un produit ne peut pas être pris en considération sans son environnement. Aujourd'hui, par exemple, je veux mettre l'industrie du drone en Algérie. Et je demande à des gens pour fabriquer des drones. Personne ne va acheter des drones. Parce qu'il n'y a pas une législation qui permette d'utiliser le drone. Donc ça veut dire que le super système est aussi responsable pour la promotion d'un produit. Et donc généralement, nous, on l'occulte dans le développement d'un produit. On ne prend pas en considération ce produit. Maintenant, par exemple, les gens, quand ils développent un produit, surtout, on prend maintenant en considération beaucoup les problèmes d'environnement.
Le super système, c'est l'environnement, d'accord? Donc, s'il n'est pas l'environnement, etc., parce qu'il y a des normes, d'où des normes hein, pour faire ceci. Donc, le super système, c'est aussi quelque chose qui doit être pris en considération dans le TRIZ pour résoudre, donc toujours système, sous-système, etc. Donc, je ne vais pas rentrer ça, c'est... Donc, il peut traiter tous les problèmes que vous voulez. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Par exemple, la NASA dernièrement l'a utilisé, d'accord, pour donc le Green Research Center. Donc, ils l'ont fait pour créer une gravitation partielle. Comment créer un laboratoire de gravitation partielle pour pouvoir, si j'envoie des hommes sur Mars, hein, comment ils vont réagir. Donc, il faut que je crée la gravitation sur Mars, la même que la gravitation sur Mars, etc. Ils ont fait pour ça. Ils l'ont fait pour de nouveaux nozzles, pour leurs fusées, d'accord. Et ils l'ont fait un peu partout aujourd'hui. Voilà. Alors, il y a aussi maintenant le TRIZ pour le business et le management. On peut utiliser aussi le TRIZ pour avoir un meilleur business hein, et un meilleur management de l'entreprise. Qui utilise le TRIZ pour le business management? Ce sont ces entreprises maintenant qui utilisent le business hein, management pour le TRIZ pour le business et le management. Il y a aussi maintenant le biotriz pour la biologie, d'accord, le TRIZ pour la biologie que j'appelle le biotriz, d'accord. Ce sont les Anglais qui ont développé, c'est-à-dire l'inspiration de la nature, comment s'inspirer de la nature pour pouvoir faire développer des solutions, c'est-à-dire aller trouver des solutions dans la nature et les appliquer dans notre monde réel. Et le dernier, celle qui a développé le biotriz, c'est Bogotova, c'est une Russe hein, d'origine, à l'université de Bath, qui est aujourd'hui la directrice du programme spatial européen, Mars, d'accord, et elle vient à partir du TRIZ développer, d'accord, un nouveau moyen, comment les hommes peuvent vivre sur Mars, d'accord, à partir du biotriz. Voilà le TRIZ, d'accord, et je terminerai Science Daily, notre groupe donne des formations certifiantes, je fais la promotion aussi, d'accord, du TRIZ, d'accord, dans notre groupe. Voilà. Alors voilà, donc je vous ai donné juste le TRIZ, d'accord, qu'est-ce que ça veut dire le TRIZ, qu'est-ce qu'on peut faire avec le TRIZ, quelle est l'utilité du TRIZ, d'accord, pour vous convaincre que c'est pas moi, que c'est tout le monde qui commence à utiliser le TRIZ, mais j'ai dit, le TRIZ, c'est une approche performante, cohérente, basée sur un processus, mais fastidieuse. Elle nécessite beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation pour pouvoir la maîtriser. Et il faut la maîtriser. Si vous dites une conformation, ou tu as dit شهر ou شهرين ما قعدتوش معاها كل يوم, c'est pas la peine. Soit on apprend et on commence à l'utiliser comme un guide, que chaque problème je dois l'approcher par cette approche, ça. Mais conformation pour formation, ce n'est pas la peine. Parce que le TRIZ, c'est un package de formation. Je vous donne une formation de TRIZ en Europe, une formation de 3 jours, c'est 4 000, 5 000 euros. Et les start-up deviennent de plus en plus de start-up qui proposent. Et maintenant, donc même en Europe ou en Asie, il y a des start-up qui sont faites pour résoudre vos problèmes par le TRIZ. Donc une entreprise, elle va chez la start-up pour lui dire « Trouvez-moi des solutions, voilà mon problème ». Et donc elle est spécialisée dans le TRIZ, donc elle a des experts que dans le TRIZ, et donc elle développe. Et parmi la plus grande aujourd'hui, c'est Oxford Creativity, une filiale de Oxford Université qui est spécialisée qui s'appelle Oxford Creativity, qui est spécialisée dans la résolution des TRIZ. J'ai vu là où j'étais dans mon université, il y a aussi une filiale qui a été créée dans le TRIZ pour la résolution des prix et des TRIZ. Maintenant, tout le monde a trouvé un moyen de pouvoir entrer de l'argent par des services. C'est un service.
C'est des startups de services, ce n'est pas des startups de développement de produits ou développement de process. Donc, et comme j'ai dit, beaucoup d'entreprises maintenant ont des problèmes dans l'entreprise, dans la gestion de l'entreprise, dans le marketing, dans le truc. Parce que là, à chaque fois, parce qu'on oublie le côté marché quand on développe un produit. Alors, il faut prendre en considération le côté marché. Voilà globalement. Donc, si vous avez des questions, marhaba bikum. Je vous ai donné, essayez de vous sensibiliser au TRIZ, je vous ai donné que les grandes lignes, mais ça c'est plus élaboré que cela. Et donc ça va vous permettre, parce que quand vous avez un blocage, vous êtes devant un problème, vous n'avez pas de solution. Généralement, تحبسوا. تبدوا تخموا, تبدوا تسقسوا, تبدوا تسيوا, hein? هنا ما تتبلوكوش عندكم طريقة vous avez un moyen vous allez utiliser ce moyen il va vous ramener vers des solutions il va vous proposer plusieurs solutions comme par exemple pour le Airbus je vous donne l'exemple Airbus A380 puisque j'étais dans le projet je veux un avion qui prend 850 places. Voilà le cahier de charge, la voix du client. Mais il vous dit, je veux un avion de 850 places. Je ne veux pas changer les moteurs. J'utilise les mêmes moteurs que j'avais de l'A330. Je ne veux pas une piste d'atterrissage plus grande. Et je ne veux pas un parking plus grand pour parquer l'avion dans les terminaux. Si je fais un avion, vous trouvez une solution, donc des moteurs plus importants, donc il me faut une piste plus grande, donc ça veut dire que l'aéroport va investir dans la piste, il va investir dans les aménagements dans l'aéroport, donc ça va leur coûter non pas acheter l'avion, mais encore d'autres, pour que les gens achètent mon avion avec leur même piste d'atterrissage, avec leurs mêmes terminaux, ils vont acheter. Donc voilà la contrainte, ça c'est la voix du client. Et vous avez des spécificités techniques. On était 34 groupes de recherche, 34 laboratoires sur toute l'Europe, chacun dans un domaine bien spécifique. Quelle première solution? Quels les avions? Tous les avions aujourd'hui. Quel est le problème le plus grand? Ils utilisent tous des alliages d'aluminium. Les alliages d'aluminium ne se soudent pas. C'est pour ça que quand vous voyez dans un avion, vous avez des rivets. Parce qu'une tôle la rift, parce qu'ils ne se soudent pas. Donc tu vois les boulons partout. Hein? Donc c'est une masse en plus, et les rivets en plus, c'est des tonnes en plus. Ça alourdit l'avion. Il faut trouver des alliages d'aluminium qui se soudent. On recherche, on trouve des alliages d'aluminium qui se soudent. Ça revient trop cher, la technologie. Alors, ils ont utilisé le TRIZ. Ils ont dit le seul moyen d'agrandir l'avion et de diminuer son poids, c'est d'augmenter, remplacer l'alliage par un composite. Le A330, c'était 42% de matière composite dans cet avion. Le A382, c'est 62% de composite. Il est fait que de 62% de composite. Et le composite, c'est léger. Donc vous voyez, ce n'est pas un compromis. Donc c'est pour ça que j'ai dit, quand on a une approche cohérente, une approche basée sur un processus académique, on peut arriver à des solutions. Voilà, donc je ne vais pas tarder plus, Monsieur le Président, voilà. Hein.